La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Mercredi, 10h. Comme la veille, elle était vêtue de noir. Comme la veille, ses yeux trahissent l'insomnie. La veuve leur fait face, sa pâleur brandie en étendard. Hamelin la reçoit cette fois en compagnie de Delatraz, dans le bureau mansardé que partage le Savoyard avec Le Goff et Séverin. « Madame Schaeffer, je voudrais revenir sur 1 ou 2 points de détail de votre déposition d'hier. » « Faites, je vous en prie, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire de ma journée de toute façon, à part remettre de l'ordre dans le foutoir qu'ont laissé vos agents en perquisitionnant chez moi hier, bien sûr. » Elle lui a répondu les yeux égarés, quelque part près de la porte. Si elle se sent concernée, rien dans son attitude ne l'indique. Hamelin ne laisse pas passer. Il ne peut pas se le permettre, surtout pas en début d'entretien. Il se retourne et inspecte le mur, là où est allé se perdre le regard de la veuve. Un poster du GF38 attire son attention. « Vous vous intéressez au football, Madame Schaeffer ?»« Pas le moins du monde. N'hésitez surtout pas à me le dire si je vous ennuie. Je n'y manquerai pas, mais pour le moment ça va. Le ton est neutre. Elle userait du même pour indiquer à sa coiffeuse que la température de l'eau du bac lui convient. « Vous nous avez déclaré hier, je vous cite. » Il parcourt les documents posés devant lui et lit à voix haute, de sa voix grave de professeur des écoles qui énoncerait une dictée. « J'ai profité de notre dîner mensuel. Monsieur de la Palisse aurait-il tort d'en déduire que vous dînez tous les 4 ensemble 1 fois par mois ? » C'est le principe d'un dîner mensuel, confirme Denise. Il a lieu tous les mois. Pourtant, votre concierge, votre gardien, se corrige Thibault, nous affirme qu'il ne s'était pas tenu depuis l'été, depuis votre retour de vacances en fait. C'est vrai. C'est la première fois que vous marquez une interruption aussi longue ? Denise fronce les sourcils. Le dîner avec ses amis est devenu au fil des ans une véritable institution. Il leur était arrivé, au gré des contraintes des unes ou des autres, de ne pouvoir se réunir. Mais Hamelin a raison. Une coupure aussi longue était inédite. En effet. Pour quelle raison n'aviez-vous pas dîné ensemble depuis l'été dernier ? Vous étiez brouillés ? Elle marque un silence et rassemble ses souvenirs. À la rentrée, aucune d'entre elles n'avait cherché très activement à les réunir. Clara préparait un séminaire qui se tenait à Barcelone début novembre. Clémence, qui travaillait à sa prochaine exposition, avait laissé les messages s'accumuler sur sa boîte vocale. Elle-même, sous le choc de sa découverte du mois d'août, n'avait pas cherché, du moins dans un premier temps, à programmer un dîner. Mais pour autant qu'elle s'en souvienne, c'était Maude qui s'était montrée la plus fuyante. Elle avait même fait l'impasse sur leur jogging dominical, une longue habitude entre les deux amies, à laquelle Maude n'autorisait Denise à se soustraire qu'en cas de force majeure. Elle calibre mentalement sa réponse. Mon amie Maude Hermann a été très prise par ses obligations professionnelles. Avant lundi soir, quand aviez-vous été réunis pour la dernière fois, toutes les 4 ? Cette fois, elle n'a pas besoin de réfléchir. Le soir du réveillon, il y a 1 semaine. Bien sûr, nos conjoints étaient aussi présents. Parlez-moi de cette soirée. Un réveillon classique à la maison avec huîtres et champagne, où on se fait la bise au 12e coup de minuit. Que voulez-vous que je vous dise ? Qui en a eu l'idée pour commencer ? Moi. Et ça ne vous a pas paru étrange de mettre en présence votre mari et sa maîtresse supposée, quelle qu'elle soit ? Denise n'a pas besoin de répondre. À son air, Hamelin comprend. Elle n'a organisé cette soirée que pour traquer un regard de tendresse ou un geste de connivence. C'était la tentative d'une femme obsédée par la vérité d'en prendre connaissance. « Passons, enchaîne-t-il. Qui était présent ? Le cercle habituel, Maud et Georges, Clara et Ludovic, Clémence, Édouard et moi. La jeune génération n'était pas représentée ? À leur âge, les jumelles ne réveillonnent plus avec Clémence. Les commerces de Rodrigue étaient ouverts et il a passé la soirée à les sillonner. Qui est arrivé en premier ? Denise ferme les yeux et commence à délivrer les souvenirs à mesure qu'ils se présentent. La sonnerie résonne dans l'appartement. « Tu y vas ?» Cintré dans un tablier aux couleurs de la Grande-Bretagne, Édouard est en cuisine, la main droite dans une manique de cuisson, la gauche armée d'un couteau à huître. Devant lui, les coquilles s'entassent dans une bassine. Elle ouvre la porte. Clémence lui fait face sur le paillasson, une bouteille de champagne dans chaque main. Denise voit tout de suite que quelque chose ne va pas. Elle s'en inquiète. « Figure-toi qu'Ida réveillonne en Islande. » « Et alors, c'est un beau pays ?» Un regard noir récompense Denise de son appréciation. « À 500 € l'aller-retour Paris-Reykjavik, payé à mon insu sur ma carte bleue, manquerait plus que ce soit moche. »
Denise prend le manteau de Clémence et va le poser sur leur lit. Lorsqu'elle revient, Édouard débouche la première bouteille de Dom Pérignon. Son ami lui tourne le dos, fasciné par la reproduction de Hopper au-dessus de la cheminée. Elle les observe un instant du couloir échanger des banalités. Quelques mots sur l'opportunité de faire rouler le métro toute la nuit pour éviter des accidents de la route. S'ils sont ou ont été amants, rien ne le trahit. Elle hausse les épaules. Cette neutralité apparente, ostensible, ne signifie rien. Ils ne vont pas recouler à quelques mètres d'elle. La sonnette de l'entrée retentit de nouveau. Les Balto se tiennent sur le seuil. Clara ne lui a rien dit de précis, mais cela fait quelques mois que Denise sent s'installer une distance entre elle et Ludo. C'est d'autant plus difficile à rater que, dans les premières années de leur relation, ils n'ont jamais cherché à limiter les manifestations de tendresse en public, refusant de ne pas être placés côte à côte lors de dîners, les doigts de l'un jamais très éloignés des phalanges de l'autre, et les regards soudés. Lorsque Maud ou Clémence en manifestaient de l'agacement, Denise haussait les épaules. Elle verrait, cette attitude d'adolescent se raréfierait avec le temps. Clara et Ludovic avaient mis longtemps à lui donner raison. Denise se souvenait encore de les avoir vus s'enlacer dans le cellier, lors de la fête des 15 ans de Rodrigue. Pour autant, elle ne s'était pas attendue à ce qu'ils finissent par s'ignorer en permanence. L'été dernier, dans le Luberon, la froideur que manifestait Ludovic à sa femme n'avait échappé à personne. Dans ce conflit larvé, la sympathie de Denise était acquise à son amie. Mais elle pouvait en témoigner. Il n'était pas facile d'avoir épousé plus haut que soi sur le plan physique. Il fallait une sacrée personnalité pour ne pas se sentir en permanence éclipsée par la séduction d'une Clara ou d'un Édouard. Elle avait toujours cru Ludovic mieux armé qu'elle ne l'était elle-même, peut-être à tort. Ou alors, Denise se prend à espérer qu'Édouard n'ait rien à se reprocher dans la détérioration du couple Balto. Si Clara a décidé de lui prendre son mari, elle, Denise, n'a aucune chance de le garder. Cette perspective la terrifie. Clara lui fait la bise et lui tend un bouquet de roses jaunes monumental. « La couleur de l'amitié !» Le commentaire de Denise lui vaut un regard agacé de Ludovic. Denise se demande ce que sa remarque avait d'absurde. À moins que... « Il travaille beaucoup », lui glisse Clara à l'oreille. Denise réalise que son amie elle est très tirée. Pas au point de trahir la quarantaine. C'est de Clara qu'on parle, mais quand même, à son échelle, elle l'a rarement vue aussi éteinte. « Ça va, toi ?» s'inquiète alors Denise. « Des soucis au bureau, rien de grave », élude Clara. Pas besoin d'être très aguerrie en communication non verbale, elle lui ment, et mal encore. L'estomac de Denise se liquéfie. Elle prend leur manteau et emprunte à nouveau le corridor. À son retour, Maud et Georges sont arrivés et discutent avec Édouard près de la porte d'entrée. Maud est maquillée, note machinalement Denise. C'est rare. Peut-être est-ce cela qui lui rosit les joues. Ou peut-être est-ce le froid. Elle rayonne. « Enfin, une qui ne fait pas la tête !» l'accueille Denise. « Comment allez-vous tous les deux ?»« Ils vont bien, lui disent-ils. La société de biotechnologie de Georges développe une molécule destinée à lutter contre le vieillissement, qui vient d'obtenir l'agrément pour passer au stade de développement suivant, ou quelque chose dans ce goût-là. » Elle n'écoute que d'une oreille, soudain alarmée. La bonne humeur de Maud serait-elle liée à la présence d'Édouard ? Dans le salon, Édouard s'applique bientôt à niveler le contenu des coupes de champagne. Maud annonce qu'elle n'est pas en grande forme. Elle se contentera d'une eau minérale. Ed va chercher un verre et une bouteille de San Pellegrino. Il trinque. Clara offre à ses amis les parkas noirs qu'elle a eus par le biais de son agence, suite à la réalisation d'une campagne de communication. Ils passent à table. Édouard fait goûter le muscadet à Georges pendant qu'elle amène les huîtres. La conversation roule sur le discours de fin d'année du président de la République, que tout le monde s'accorde à trouver pathétique, les nouvelles provocations de la Corée du Nord et le séminaire barcelonais de Clara. Denise n'a guère faim. Elle observe ses amis, son mari, l'esprit noyé de questions. À l'autre bout de la table, Maud joue du bout du couteau avec la salade qui décore son assiette, sans toucher au foie gras ni aux huîtres. Et soudain, elle comprend. « Elle était enceinte de combien de mois alors ?» demande Hamelin. De Latraz lui adresse un coup d'œil discret. C'est l'un de ces moments où Hamelin gagne le respect de ses troupes à force d'intuition. Denise secoue la tête. Maud n'est pas enceinte. « Elle vous l'a dit ? Pas besoin. Elle a sifflé une demi-bouteille de Merlot avant-hier soir. »« Mais vous l'avez cru le 31 décembre ?» Denise détourne les yeux. Son doigt torture une mèche de cheveux. « Oui. » L'aveu se fait à voix basse, les yeux à terre. « Comment avez-vous réagi ?» Le regard se perd à nouveau dans le passé. Très vite, la joie que lui inspire sa découverte laisse place à un sentiment de malaise.
Elle observe Édouard raconter à Ludo les tracasseries administratives qu'il affronte pour ouvrir ses 2 nouveaux restaurants. Elle est assaillie de questions muettes. Comment se fait-il que Maude n'ait pas eu d'enfant jusque-là? Et si Georges était stérile? Si l'enfant n'était pas de lui? Sa tête tourne comme un 33 tours. Elle annonce aller chercher une bouteille d'eau et se lève. Personne ne fait attention à elle. Le silence de la cuisine apaise un instant ses interrogations. Elle attrape la bouteille de gibet dont elle s'est servie pour la cuisson du chapon et en boit une grande lampée au goulot. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Sur le seuil, Édouard la regarde de ses grands yeux clairs. Elle pose la bouteille et réalise que sa main tremble. Sans abattre son jeu, elle a une belle carte à jouer, une occasion unique de le tester. Elle n'y résiste pas. « Tu n'as rien remarqué de particulier ? De quoi tu parles ? Ferme la porte. » Il s'exécute en silence. « Maude est enceinte, lâche-t-elle. Comment tu le sais ? Elle te l'a dit ? Ça crève les yeux. » Elle le dévisage avec attention. « C'est tout ce que ça te fait ? Que veux-tu que je te dise ? Tant mieux pour eux. Je savais pas qu'ils voulaient un enfant. » S'il est concerné, il le dissimule bien. Elle sent le soulagement et la déception entamer leur habituel pas de 2. « On y retourne ? Ils vont finir par se poser des questions. » Avant de lui emboîter le pas, elle reprend une gorgée de whisky. La soirée ne lui apporte ni révélation fracassante, ni avancée concrète. Elle observe pourtant de tous ses yeux. Les regards de Ludo éclairent assez vite. Maude sourit et mange peu. Clémence, dans son coin, porte une attention soutenue au contenu de son assiette. Ça l'a vraiment contrarié cette histoire d'Islande, se dit Denise. Édouard, lui, est en grande forme. Face à elle, il raconte une histoire de contrebande qui lui offre l'occasion d'imiter l'accent québécois. Vers 11h, ils repassent au salon où Édouard leur sert un digestif. Chacun garde un œil sur sa montre ou sur l'horloge digitale du lecteur de Blu-ray. À minuit pile, Ed ouvre une nouvelle bouteille de champagne et les invités se lancent dans la traditionnelle ronde des bises et des vœux. Édouard lui en serre le visage et pose un baiser sur ses lèvres. Elle se laisse faire. « Maud Hermann a-t-elle pris du vin à table ?» demande Hamelin. Il a posé la question d'un ton placide, en crayonnant des formes géométriques sans même la regarder. De la Trace, qui le connaît bien, le sent très attentif. « Non, pas plus que du champagne. » « Elle en boit d'habitude ?»« Oui. »« Vous en avez déduit quoi ?»« Sur le moment, ça n'a fait que confirmer mon intuition initiale. Mais j'avais tort, je vous l'ai dit. Elle ne se sentait pas bien. »« Elle était malade ?»« Non, enfin, oui, rien de très grave. La gorge prise, un peu de fièvre. Elle m'a demandé une aspirine avant de partir. »« Lundi, combien de temps avez-vous passé en cuisine à préparer votre dîner mensuel ?» demande Hamelin, sans s'encombrer d'une transition. Dans les yeux de Denise, un éclair de méfiance. « Je n'ai pas chronométré. Quelques heures. » Hamelin sourit. Le piège s'est refermé. « À vue de nez, je dirais plutôt 5 minutes. » C'est sa page de ronds et de carrés qui semble à l'origine de son air satisfait. Denise Schaeffer ne s'y trompe pas. Comprenant qu'il ne vaut pas mieux s'enferrer davantage, elle laisse venir. 2 de mes collaborateurs, dont le capitaine de la Trace ici présent, sont passés ce matin devant la vitrine du traiteur Fourcade, établie à une 50aine de mètres de votre domicile. La lecture des spécialités de la semaine affichées en vitrine leur a rappelé des souvenirs. Il reprend ses notes. Ossobuco, gratin d'écrevisses, cannelé à la vanille. Selon le témoignage de Madame Hermann, c'est exactement ce que vous leur avez servi lundi soir. La vie a de ses coïncidences. Méfiants comme on les connaît, ces 2-là ont voulu interroger le patron. À ce propos, il vous passe le bonjour. C'est très aimable à lui. Il s'enorgueillit de votre clientèle, monsieur Fourcade. Il se souvient même très bien que lundi, vers 14h, vous lui avez commandé un dîner pour 4 personnes. Vous voulez voir le ticket de carte de crédit ? Ce ne sera pas nécessaire. Ma mémoire n'a rien à envier à celle de monsieur Fourcade. Elle n'est pas embarrassée de s'être fait prendre la main dans le sac. Elle se contente de rétablir la vérité sans leur offrir la satisfaction du moindre signe de contrition. Je n'ai pas cuisiné lundi. Je n'avais pas la tête à ça. En passant devant la vitrine du traiteur lundi matin, je me suis dit que si pour une fois, la nourriture provenait de Barquette, cela n'aurait pas beaucoup d'importance. Qu'avez-vous fait l'après-midi de lundi ? J'ai marché dans les rues. Il a plu toute la journée. Elle hausse les épaules sans manifester d'intérêt pour ses considérations météorologiques. Vers 5h, je me suis dit que j'allais passer au restaurant. Je voulais laisser une chance à Édouard de me le dire le premier. « Intéressant », commenta Belle. Je n'y suis finalement pas allée. Voyez-vous, depuis cet été, je me suis faite à l'idée que l'une de mes meilleures amies, l'une de mes sœurs, pourrais-je dire, allait disparaître de ma vie. Ce qui dynamiterait dans la foulée mes rapports avec les 2 autres. Mais je n'avais pas encore fait le deuil de mon mariage. Dire à Édouard que je savais présenter un risque que je n'ai pas voulu courir. Quel risque ?
Supposons qu'il ait été amoureux de cette autre femme, et qu'il n'ait pas encore osé me l'avouer. Le confronter pouvait précipiter les choses. Je ne voulais pas qu'il puisse se dire « Elle est au courant. Après tout, le plus dur est fait. » Vous préfériez qu'il reste avec vous par lâcheté ? C'est le Savoyard qui a souligné l'évidence. « Allez vous faire foutre, capitaine !» La vulgarité de Denise les prend de court. De la part de Clémence, ils s'y seraient attendus. Mais là, ils n'ont rien vu venir. Quand vous aimez un homme, vous voulez rester marié avec, peu importe les raisons qui l'y incitent. La fierté, c'est bon pour les idoles, pas pour les fans. Elle n'en est pourtant pas dépourvue, ses yeux noirs plantés dans ceux de Delatraz pour le défier. Confrontez Édouard, confrontez vos amis, cela revenait au même. Il aurait eu vent de la soirée de lundi par sa maîtresse supposée. Elle secoue la tête. Vous ne connaissez pas Édouard. Lui jeter les choses à la face, c'était le forcer à faire un choix. Confronter sa maîtresse, c'était lui envoyer un message. Qui aurait dit quoi ? Que je n'étais ni une victime, ni une idiote, que j'étais toujours dans la course. Hamelin se masse la barbe. Comment a-t-il pu juger cette femme dépourvue de personnalité ? Assise au centre de cet étroit bureau de fonctionnaire, elle irradie. Elle n'a pas à son arsenal le charme de Clara Montivalli, les provocations de Clémence le Rouge ou l'esprit de Maud Hermann. Elle n'a que cet amour inconditionnel pour un homme imparfait. Ce sentiment qui l'a grandi. Hamelin se demande à quelles extrémités il a pu la pousser. 13h05. 3 heures plus tard, la belle Clara a pris la place de Denise et Le Goff celle de Delatraz. Sous un manteau de laine à carreaux, elle porte un jean noir aux coutures blanches apparentes et un chemisier de soie sauvage. « Madame Montivalli, s'enquiert Hamelin, vous pensiez qu'il nous faudrait combien de temps pour découvrir les conditions du prêt qu'Édouard Schaeffer avait consenti à votre fils ? » Que voulez-vous dire ? Hamelin n'est pas d'humeur. En fin de matinée, il a eu une visite de Dacosta, décidé à lui mettre la pression. « Gagnons du temps si vous le voulez bien. » Ceci, il extrait du dossier une liasse de feuillets et l'envoie d'un geste précis atterrir sur le bureau devant Clara. « Est le contrat de prêt. Les termes en sont, pour autant que je puisse en juger, assez inhabituels. Pour commencer, un taux zéro. Il était très généreux, Édouard Schaeffer. »« C'était un prêt entre amis, explique Clara. Il a aidé Rodrigue à se lancer. Il ne se voyait pas demander une rémunération en échange. Pas de rémunération, mais un contrat tout de même. Pour un prêt entre amis, comme vous dites, c'est assez rare. Il est vrai que le montant n'est pas négligeable. On peut en faire des choses avec 400 000 €, commente Hamelin. Clara ne dit rien. Il a mis 2 conditions à sa générosité, poursuit Abel. D'abord, le silence. Si l'on en croit le contrat, vous ne deviez ni vous, ni votre fils en parler à quiconque, sous peine de rendre la somme immédiatement exigible. Généreux et discret. Vous savez pourquoi ? Il ne me l'a pas dit, mais j'ai ma petite idée. D'un geste théâtral de la main, Hamelin l'invite à les en faire profiter. Il n'avait pas envie de financer les projets des enfants de tous ses amis. À savoir, elle enserre dans sa paume un torrent de cheveux soyeux et se mord la lèvre inférieure. Ida le Rouge a redoublé 2 fois sa classe de seconde, fait-elle observer après un moment. Très franchement, je vois mal Clémence le Rouge s'abaisser à demander de l'argent à Édouard Schaeffer, s'amuse Le Goff. Alors que vous m'imaginez très bien le faire, c'est ça ? Ses yeux gris les crucifient. Pourtant protégé derrière sa mèche, Le Goff esquisse un mouvement de retrait. Et c'est ce qui s'est passé. Nous en avons parlé lors de votre dernière visite. Clara baisse les yeux. Je n'ai sans doute pas été une mère très classique, commandant. Je n'ai pas toujours veillé Rodrigue quand il était malade, et c'est Ludo qui l'aidait pour ses devoirs. Moi, j'étais plutôt du style à emprunter la Ferrari de mon boss pour lui assurer une forte popularité à la sortie du collège. Mais je ferais n'importe quoi pour lui, y compris taper de l'argent à un homme que vous estimez peu. Oui, elle hisse un menton bravache. Revenons au contrat. Le document stipule qu'au-delà d'une période de 3 ans, le prêt devenait exigible n'importe quand, dans un délai de 6 jours. Pour le coup, c'est un peu drastique, vous ne trouvez pas ? Surtout qu'à la page suivante, on apprend que les commerces font office de garantie. Depuis hier, Clara voit arriver ce moment. Elle n'imaginait pas que ce serait aussitôt. Ils ont bien fait leur devoir. Donc, reprend Hamelin, si on résume, les 3 années sont écoulées depuis 2 ans, Édouard Schaeffer pouvait donc réclamer le remboursement des 400 000 € dans les 6 jours. Si votre fils était en mesure de le rembourser, Schaeffer récupérait sa mise de départ, approuva Le Goff. Dans le cas contraire, il devenait propriétaire de 4 magasins florissants qui devaient valoir quoi ? 2 fois cela ? 3, corrige Clara. Qu'est-ce qu'on va chercher là ?
Édouard Schaeffer n'était pas homme à truander le fils d'une amie, ironise Hamelin. D'autant qu'il n'avait pas besoin d'argent. Une minute. En fait, si. De gros besoins même. J'oubliais qu'il projetait d'ouvrir 2 autres restaurants. Qu'en pensez-vous, madame Montivalli ? Clara ne répond rien. Elle triture la lanière de son sac Prada. Après 2 minutes, elle regarde Abel dans les yeux. Rodrigue a trimé jours et nuits, depuis 5 ans, sans prendre un seul jour de vacances. D'accord, Édouard l'a aidé. Mais c'est la sueur de mon fils qui a transformé son rêve en réalité. Il avait commencé par ouvrir le magasin de Bastille. Au bout d'1 an, il a voulu en ouvrir un second. Il a sondé Édouard qui lui a dit de ne pas avoir besoin de ses liquidités. Rodrigue a mis le premier commerce en garantie et a ouvert le magasin de la Butte aux Cagnes. L'année suivante, c'était celui de la rue de la Roquette et en 2014, celui de la rue de Rivoli. Chaque fois, il a demandé à Édouard s'il comptait se faire rembourser prochainement. Chaque fois, Édouard l'a rassuré. À quelle date Schaeffer a-t-il réclamé le remboursement du prêt ? La lettre commandée est arrivée le matin du 31 décembre. Rodrigue m'a appelé en panique. Qu'avez-vous fait ? Le jour même, je suis allé trouver Édouard au Paris-Boston en début de soirée. À ce moment-là, je croyais encore qu'un arrangement, un délai était possible. Il était au restaurant ? Mais vous réveillonniez chez lui, non ? Les soirs où il ne travaille pas, il arrivait très tôt au resto. Il préparait la soirée, supervisait les menus et accueillait les premiers clients avant de laisser les lieux aux bons soins de son adjoint. Donc vous y êtes allé ? Oui. Il m'a demandé ce qui m'amenait, le fumier. Comme vous l'imaginez, il a refusé tout net d'accorder le moindre délai. Il a prétendu que c'était les affaires et qu'il n'y avait rien de personnel, et que mon fils ferait mieux de lire les contrats qu'il signait. Quand j'ai invoqué notre amitié, il m'a retourné un regard offensé, comme s'il ne voyait pas bien le rapport, comme si je manquais de dignité, ajoute-t-elle après quelques secondes, encore marquée au fer rouge de l'humiliation. « Vous étiez furieuse ?» C'est peu de le dire. Elle esquisse un sourire. Vous ne connaissez pas Rodrigue. Si on lui retirait ses magasins. Le rouge aux joues, elle se tait, soudain consciente de trop en dire. Il pourrait faire une bêtise, c'est cela ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Revenons au 31 décembre. Après avoir demandé sans succès un délai à l'homme qui menaçait de détrousser votre fils, vous êtes allé réveillonner chez lui. Clara se revoit sur le perron des Schaeffer ce soir-là, il y a tout juste 1 semaine. Dans la voiture, Ludo lui a à peine adressé la parole. Elle avait tendu à Denise, venue leur ouvrir, le bouquet de roses jaunes qui l'encombre depuis qu'elle est montée en voiture. Ludovic aimerait être ailleurs et ne fait aucun effort pour le dissimuler. Il n'est pas hypocrite, on ne peut pas lui enlever ça. Tant pis pour Denise qui récolte au passage. Dommage collatéral, un regard exaspéré. Alors qu'elle donne son manteau à Denise, il lui semble que son amie la scrute avec insistance. Elle se sent obligée d'évoquer des soucis de travail. Ils rejoignent Édouard et Clémence au salon. Un sourire chaleureux aux lèvres. Édouard l'accueille comme si de rien n'était, la tête dans son monde à elle. Clémence ne répond pas à son bonsoir. La sonnette annonce l'arrivée des Hermann et Édouard va leur ouvrir. Maud est maquillée, ce qui est rare. Lorsque tout le monde est là, Édouard leur tend à chacun une coupe de champagne. Elle hésite à lui jeter au visage, une tentation d'autant plus forte qu'il propose aussitôt un toast à l'amitié. « Il a servi tout le monde, vous en êtes certaine ?» l'interrompt Hamelin. « Attendez voir. Ah non, Maud n'a pas pris de champagne, c'est vrai, ni d'aucun alcool d'ailleurs. Elle avait la crève. Ce n'était pas mon cas, heureusement. Sobre, je n'aurais jamais pu endurer cette soirée. » Elle leur offre à l'apéritif les Parka Canada Goose récupérés à l'agence. Au cours du repas, elle envisage de prétexter une migraine pour s'éclipser avant minuit. La seule idée de souhaiter une bonne année à Édouard lui soulève le cœur, autant que le foie gras dans son assiette. Elle observe Maud, de l'autre côté de la table, qui ne manifeste guère plus d'appétit mais sourit néanmoins à l'histoire d'Édouard, sur des caisses de beluga entrées en fraude au Canada. La soirée s'étire. Les 12 coups finissent par arriver. Elle s'arrange pour éviter de faire la bise au restaurateur. Il n'est pas dupe, bien sûr. Ludovic annonce qu'il va s'isoler pour passer un coup de fil à son frère. Elle fait mine de le croire. Elle profite d'un moment où Édouard s'éclipse dans l'appartement pour donner le signal du départ, dans l'espoir de ne pas avoir à le saluer. Espoir déçu. Mais Édouard, tourné vers Maud, ne prête aucune attention au bonsoir collectif de Clara. Nous avons été les premiers à lever le camp, mais les autres étaient sur le point de partir, précise Clara. Avant que la porte ne se ferme, elle avait vu Maud porter un verre à ses lèvres. Une image de Maud à 16 ans se superpose à celle de la semaine passée. Ce soir-là, il y a une éternité, son ami, les doigts entortillés dans le bandana de Denise, avait pris le verre sur la table basse et l'avait envoyé par la fenêtre se fracasser sur les dalles du patio. La gorge encore douloureuse, Clara avait assisté à la scène au travers d'un brouillard qui perdait en consistance à mesure que sa vision revenait à la normale.
Elle n'y avait pas repensé depuis des années. C'est à peine croyable. Elle émerge de ses souvenirs et croise le regard interrogateur des deux policiers. « Je vous demande pardon ? Je disais, votre fils n'a pu trouver personne pour acheter le prêt ? En 2009, il n'inspirait pas confiance, mais aujourd'hui, il est à la tête de 4 commerces très bien achalandés. Il a tout essayé, mais en 6 jours, en pleine crise financière, il n'a pas pu faire de miracle. » Hamelin se saisit d'un calendrier cartonné. « C'est le matin du 31 décembre que Rodrigue Balto a reçu sa mise en demeure. » « Oui. » Elle a confirmé la gorge sèche. Elle sait très bien ce qui va suivre. Si j'en crois le contrat, les 6 jours de délai sont calendaires, ce qui laissait en réalité 3 jours à votre fils pour trouver une solution, puisqu'on enlève le jour férié et le week-end. Croyez-moi, le choix de la date ne doit rien au hasard. Donc le prêt devait être remboursé le lundi 5 janvier, soit le jour au terme duquel Édouard Schaeffer a été assassiné. Clara commente sans ironie. C'est ce qu'on appelle un timing favorable. À leur mine, elle comprend qu'ils en ont une définition opposée.